Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur le système digestif où nous allons explorer le traitement mécanique et chimique des aliments avant qu'ils puissent se faire incorporer dans notre sang. La fonction du système digestif, on aurait tendance à vouloir dire bien, c'est de digérer. Bien, c'est un peu plus que juste digérer. Alors tout d'abord, c'est d'insérer dans notre bouche matière et énergie. Mais si c'était juste ça, la matière et l'énergie passeraient directement à travers notre corps et sortirait à l'autre bout avec absolument aucune utilité. Pour la simple raison que notre système digestif, c'est essentiellement un long tube de bouche à anus. Alors si je vous fais ici un schéma très simpliste du système digestif, nous avons essentiellement un long tube de bouche à anus. Donc en théorie, si on prenait une bouchée de nourriture et on la tenait ici et on l'échappait, elle pourrait tomber jusqu'à l'extérieur de notre corps, si notre tube était linéaire et si notre tube était ouvert tout le long. Donc, premièrement, notre tube digestif n'est pas linéaire, il est contourné. Il est replié sur lui-même pour en avoir beaucoup plus long. On a à peu près 9 mètres de long de tube tout le long de notre système digestif. Mais non seulement ça, le long du tube, il y a des sphincters. Un sphincter, c'est un muscle circulaire qui contrôle l'ouverture et la fermeture du tube. Donc, je vous montre ici un sphincter en particulier dans notre tube digestif. C'est le sphincter entre l'esophage et l'estomac. Il porte un nom, pas important ici, mais on peut voir dans la paroi du tube, on peut voir des muscles. Ces muscles-là vont se resserrer pour fermer le tube et se dilater pour ouvrir le tube. Ceci va contrôler le passage des aliments ou du contenu qui circule dans notre tube digestif. Donc, non seulement nous avons des sphincters, mais notre tube prend différentes formes le long de la route. Alors, d'abord, nous avons l'esophage, ensuite, nous aurons l'estomac, ensuite l'intestin grêle et ensuite le gros intestin. Toutes ces structures délimitées par des sphincters. On verra plus d'informations sur ces différentes structures tantôt, mais ce qui doit arriver, c'est que non seulement est-ce que matière et énergie doivent rentrer dans notre système digestif, mais le long de la route, la nourriture doit être traitée chimiquement et physiquement. Donc, nous avons deux types de digestion. La digestion physique et la digestion chimique vont dégrader les aliments afin que les aliments puissent pénétrer dans notre sang pour que notre sang ensuite apporte ceci aux cellules de notre corps afin de les nourrir. Tout ce qui n'est pas digéré le long de la route rentre dans notre côlon, qui est le gros intestin, et sera transformé en matière fécale, c'est-à-dire en déchets compactés qui vont ensuite sortir de notre corps. Donc, en bref, on veut faire entrer matière et énergie, les dégrader pour les faire absorber dans le sang, et on se débarrasse de ce qui n'a pas été digéré et donc n'a pas été absorbé par la suite. Un processus qui peut prendre jusqu'à 40 heures de bouche à anus. Maintenant, très rapidement, la digestion physique, c'est briser les aliments en plus petits morceaux, mais ce n'est pas briser les liaisons chimiques. Donc, quand on fait de la digestion physique, on fait juste briser, genre la patate, en plus petits morceaux, et c'est encore des patates. Tandis que quand on fait la digestion chimique, bien là, on va attaquer et briser les liaisons chimiques à l'aide d'enzymes. Et ces deux formes de digestion se feront au fur et à mesure que les aliments avancent dans notre tube digestif. Alors, un survol très rapide de la digestion. Ça commence dans la bouche où on aura la mastication, digestion physique, et la salivation, digestion chimique, pour transformer ce qu'on mastique, ce qu'on mange, en bol alimentaire. Ça va se faire avaler. Et là, on aura un tube d'environ 25 cm nommé œsophage pour apporter les aliments jusque dans notre estomac. L'estomac va continuer à traiter la nourriture et la transformer en une bouillie, un genre de slurpee si tu veux, qui va se faire appeler chyme et ensuite va domper son contenu dans l'intestin grêle. L'intestin grêle est la plus longue partie de notre système digestif, environ 6 à 7 mètres, dépendamment de ta taille, qui lui va compléter la digestion et faire la quasi-totalité de l'absorption des nutriments. Et ensuite, on va domper ce qui n'a pas été traité, ce qui n'a pas été absorbé ou digéré dans le gros intestin ou le côlon. Et ce côlon va s'occuper de transformer nos substances non digérées en matière fécale.
Les matières fécales seront entreposées dans le rectum et éventuellement, quand le temps sera propice, on va expulser nos matières fécales à travers l'anus. Alors, très rapidement, ce qui se passe dans la bouche. D'abord, la mastication, qui est à l'aide des dents et la langue qui tient les aliments entre les dents, ou ce qu'on va juste briser les aliments en plus petits morceaux pour les rendre plus faciles à attaquer à l'aide d'enzymes et aussi plus faciles à avaler. Plus important ici, ou un petit peu plus complexe, c'est la production de salive. Donc, vous avez 3 paires de glandes salivaires autour de votre bouche qui vont sécréter de la salive dans la bouche lors de la mastication pour enrober les aliments avec cette salive. Et dans la salive, il y a beaucoup d'eau, il y a du mucus, il y a des enzymes, notamment l'amylase, et il y a des bactéricides. La salive agit comme solvant universel pour permettre aux substances de se dissoudre dans l'eau. Le mucus, c'est un lubrifiant. Les enzymes vont attaquer chimiquement les aliments, notamment ici l'amylase va attaquer l'amidon. Donc on va déjà commencer la digestion chimique des sucres ou des polysaccharides dans la bouche. Et les bactéricides sont des antibiotiques ou des antibactériens qui, jusqu'à un certain point, vont essayer de nous défendre contre des infections causées par des bactéries contenues sur et dans nos aliments. Une fois le traitement terminé dans la bouche, on va avaler. Mais on n'avale pas ce qu'on appelle nourriture. On avale ce qu'on appelle le bol alimentaire. Ou juste le bol. Ce bol alimentaire qui est une genre de boule motonnée déplacée le long de l'œsophage par péristaltisme. Et donc voilà, nous avons ici notre boule motonnée qui est le bol ou le bol alimentaire. Et lorsqu'on l'avale, l'œsophage va se mettre à faire des contractions en ondes, un peu comme si vous vous imaginez, je tiens mon tube de pâte à dents à un bout et je serre avec mes doigts et je tire le long du tube. Ça, c'est le genre de déplacement que l'œsophage va faire au bol alimentaire pour l'acheminer vers l'estomac. Ça s'appelle le péristaltisme. Alors, des contractions musculaires en ondes pour acheminer le bol alimentaire. Maintenant, on sait tous que l'œsophage peut aussi remonter des substances lors d'un vomissement, mais sa fonction est préférablement d'amener le bol alimentaire vers l'estomac. Il a besoin d'être 25 cm de long environ parce qu'il faut passer à travers le thorax où se trouvent les poumons et le cœur. Donc, l'œsophage se rend en dessous des poumons et du cœur pour connecter avec l'estomac. Parlant d'estomac, l'estomac est une partie gonflée, bombée de notre tube digestif et il agit non seulement comme réservoir pour nous permettre de contenir un repas et de ne pas toujours avoir besoin de manger, nous donner cette sensation d'être plein, mais il va aussi traiter chimiquement et physiquement les aliments. N'importe où entre 1 à 4 heures, dépendamment de ce qu'on a consommé. Cette ici est en forme de cornemuse. C'est probablement la meilleure façon de décrire la forme que prend l'estomac. Pourquoi? C'est parce que les cornemuses avaient habitude d'être faites d'un estomac d'animal. Comme mentionné, il agit de réservoir, mais aussi il produit 2 substances qui nous intéressent ici pour traiter les aliments. Donc l'acide chlorhydrique et le pepsinogène. L'acide chlorhydrique est aussi appelé l'acide gastrique. Si jamais vous voyez le mot gastrique, ça se réfère à l'estomac. Alors acide gastrique, ça veut dire l'acide de l'estomac. L'acide chlorhydrique veut abaisser le pH du suc gastrique. Ah non, encore une fois, le mot gastrique qui veut dire estomac, mais un nouveau mot ici, suc. Suc veut essentiellement dire liquide organique, c'est-à-dire un liquide produit par un organisme vivant. Et dans ce cas ici, suc a une connotation de liquide digestif. Donc le liquide digestif de l'estomac, on veut que son pH soit abaissé par la présence de concentrations élevées d'acide chlorhydrique. Ce pH faible va accomplir 2 choses. Il va d'abord dénaturer les protéines des aliments qu'on a consommés, qui va rendre leur digestion chimique plus facile, mais aussi activer le pepsinogène en pepsine. Donc, j'explique ceci très rapidement. Ce qu'on veut dans l'estomac, c'est une enzyme nommée pepsine. Mais la pepsine s'attaque aux protéines.
On peut voir ici PEP, qui vient de peptidique, les liaisons chimiques entre les acides aminés dans les protéines. Donc, la job numéro 1 de la pepsine, c'est de digérer les liaisons peptidiques entre les acides aminés, c'est-à-dire briser les protéines. Mais on ne veut pas que cette enzyme s'attaque à l'estomac lui-même. Donc, quand l'estomac est vide, on ne veut pas pepsine, on veut pepsinogène. Pepsinogène, c'est une forme inactive de cette enzyme qui ne fera rien, qui ne va pas nous attaquer. Mais quand on a un repas dans l'estomac, le pH va baisser grâce aux sécrétions d'acide chlorhydrique. Le pepsinogène va donc être transformé en pepsine quand le pH va être faible. Et maintenant que nous avons pepsine, elle peut digérer chimiquement les protéines de nos aliments. Une fois que l'estomac aura fini son traitement par brassage péristaltique, donc il y a quand même du péristaltisme dans l'estomac, bien que ce n'est pas ici pour acheminer le contenu plus loin dans le tube, c'est surtout pour brasser, mélanger, comme un genre de malaxeur. On va ajouter les sécrétions de sucre gastrique et ces actions vont transformer notre bol alimentaire en ce qu'on appelle chyme, c'est-à-dire une genre de bouillie très liquide, prête à se déverser dans l'intestin grêle. Alors, nous avons ici l'intestin grêle. Il est divisé en 3 parties, le duodénum, le jéjunum et l'iléon. La partie qui nous intéresse le plus pour l'instant, c'est le duodénum, qui est à peu près 25 cm de l'intestin grêle. L'intestin grêle au complet a environ 6 à 7 mètres de long, donc il est très long. Et on discutera de sa fonction générale dans quelques instants, mais pour l'instant, nous avons connecté à ce duodénum 2 structures. Nous avons d'abord le foie, qui serait un gros organe très volumineux, environ dans cet endroit. Et le foie est connecté au duodénum. Nous avons aussi, juste ici derrière l'estomac, le pancréas. Et le pancréas, lui aussi, est connecté au duodénum. Donc, à mesure que l'estomac brasse les aliments et déverse son contenu dans le duodénum, on aura sécrétion du pancréas et on aura sécrétion par le foie, ou plutôt par la vésicule biliaire, une petite poche environ ici, qui elle aussi est connectée au duodénum. Ces 2 organes annexes, quand on dit organes annexes, ça veut dire des ajouts au système digestif. La nourriture ne passe pas dans le pancréas et ne passe pas dans le foie. Ce sont des connexions au système digestif. Mais ces 2 structures vont sécréter des substances dans le duodénum. Alors, commençons d'abord par les contributions du pancréas à la digestion. Donc, voilà le pancréas, une petite structure en forme de feuille qui contient des cellules spécialisées qui sont très importantes à la digestion. Elles produisent ce qu'on appelle le sucre pancréatique. Encore une fois, liquide digestif produit par le pancréas, qui a 2 grandes fonctions. Tout d'abord, on a besoin de sécréter du bicarbonate de sodium, qui est une substance alcaline. Alors, vous pouvez vous imaginer le bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude, c'est du bicarbonate de sodium. Et cette substance qu'on utilise dans la production de pâtisserie, elle est sécrétée par le pancréas, juste ici dans le duodénum, à proximité de l'estomac. Alors, quand le chyme va se déverser dans le duodénum, il est très acide, un pH d'environ 1 ou 2. Et le duodénum ne peut pas tolérer cette acidité. Donc, le bicarbonate de sodium va venir neutraliser l'acidité du chyme pour remonter son pH à environ 8. Non seulement pour protéger les parois de notre intestin grêle, mais aussi pour permettre aux enzymes de fonctionner à leur pH optimal de 8. Deuxième contribution du pancréas à la digestion, c'est qu'il va sécréter une grande quantité d'enzymes qui peuvent toutes se faire classer en à peu près 28 différentes catégories. On n'est pas en train de dire ici qu'il y aura 28 enzymes de sécréter. Non, on a 28 différentes sortes d'enzymes. Plusieurs de chacune de ces sortes vont être déversées dans le duodénum pour aller contribuer à la digestion chimique. La digestion chimique de quoi? La digestion chimique principalement de nos 4 types de biomolécules, c'est-à-dire glucides, lipides, protéines et acides nucléiques. Donc, on va entendre des noms comme saccharase, amylase, lipase, protéase, peptidase, trypsine et nucléase.
toutes des enzymes qui vont venir dégrader nos biomolécules pour les briser dans leurs monomères les plus simples afin qu'ils puissent être absorbés à travers la paroi de notre intestin grêle. Quelles sont les contributions du foie à la digestion? Bien, encore une fois, n'oubliez pas que voilà le duodénum. Le foie qui est à la droite de notre corps, on le voit ici à gauche de l'estomac parce qu'on fait face à la personne. Connecté à ce foie, vous avez la vésicule biliaire, qui est une genre de petite poche. Le foie va produire une substance nommée bile. La bile va être acheminée par ces tubes dans la vésicule biliaire, entreposée dans la vésicule biliaire pour le temps propice, c'est-à-dire le temps qu'un repas va venir se déverser dans le duodénum. C'est le temps où la vésicule biliaire va faire ses sécrétions à travers un tube qui se connecte, on ne le voit pas tout à fait ici, là, mais qui se connecte au même tube que le pancréas utilise pour déverser ses contenus. C'est-à-dire, on peut voir ici le tube qui passe derrière l'estomac et s'en va se connecter à la vésicule biliaire. C'est le même tube. Alors, on se connecte au tube pancréatique pour déverser les contenus dans le duodénum. Alors, la bile sera envoyée dans le duodénum, elle aussi. Et qu'est-ce qu'elle fait, la bile? Bien, elle fait l'émulsification des graisses. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire digestion physique des graisses. Pour expliquer ceci, vous pouvez vous imaginer une grosse gouttelette de gras dans notre duodénum. La bile contient des sels biliaires qui sont des molécules qui vont venir briser et entourer les gouttelettes de gras en plus petites gouttelettes. Donc, le résultat final serait des plus petites gouttelettes autour desquelles nous avons les sels biliaires qui empêchent les gouttelettes de se retrouver et de reformer une grosse gouttelette. Donc, ces petites gouttelettes de gras seront plus facilement digérées chimiquement par les enzymes qui peuvent plus facilement venir les attaquer plutôt que d'avoir à attaquer une grosse gouttelette et ça prend plus de temps à se rendre à la partie dans le milieu. Donc, bien que la bile fait la digestion physique des gras, elle facilite et accélère la digestion chimique des gras. L'intestin grêle, qui est nommé le petit intestin, malgré que c'est la partie la plus longue de notre tube digestif, petit intestin pas par sa longueur, mais par sa largeur, comparé au gros intestin qui est beaucoup plus large, mais beaucoup plus court. C'est dans l'intestin grêle qu'on va compléter la digestion. Si ça sort de l'intestin grêle et ça rentre dans le gros intestin, et ça n'a pas été digéré, c'est trop tard, ça sera transformé en matière fécale. Mais c'est à noter ici que c'est dans l'intestin grêle que se fait l'absorption des nutriments. Pour pouvoir accomplir sa fonction d'absorption et de digestion au maximum de ses capacités, l'intestin grêle a une énorme surface interne totale. Et cette surface interne totale, elle est accomplie en repliant non seulement l'intestin sur lui-même pour qu'on en ait une longueur assez énorme à l'intérieur d'un petit espace ou d'un petit volume, mais nous avons aussi des plis à l'intérieur de l'intestin lui-même. Et sur ces plis, nous avons des plis. Et sur ces plis, nous avons des plis. Donc, c'est plié sur des plis à l'intérieur d'un intestin qui est très long. J'explique avec un dessin. Alors, imaginez-vous ici une toute petite partie de l'intestin. Il a été coupé ici, il a été coupé là. Donc, il continuerait pendant très long. Nous pouvons voir, si on ouvre la paroi du côté de l'intestin, nous pouvons voir ces petites crevasses, ces petits replis. Ça, ce sont nos premiers plis qu'on appelle des plis circulaires. Mais on n'a pas fini. Sur ces plis circulaires, si on grossit une petite partie de la paroi de l'intestin, nous avons juste ici les plis circulaires. Alors, il y en a 3 plis circulaires dessinés dans cette petite partie du diagramme. La paroi externe des plis circulaires est repliée sur elle-même, genre de dentelle, ou ils appellent ça une bordure en brosse. Et chacun de ces petits plis sur les plis circulaires, c'est ce qu'on appelle une villosité. Fait qu'on peut voir des centaines et des centaines de villosités ici. Donc ça, ce sont nos plis sur les plis. Mais ça n'arrête pas là. Si on arrêtait ici, si on dépliait tous ces plis-là, la surface totale interne de notre intestin grêle serait dans les environs de 250
mètres carrés. Ça, c'est à peu près la grosseur d'un terrain de tennis. Une assez grande surface. Mais on n'a pas fini. On a d'autres plis. Sur chacun de ces petits plis nommés vélocités, on a des encore plus petits plis. Donc ici, si on grossit les vélocités, on peut voir ici une vélocité. Et on peut voir aussi que la paroi de la vélocité, elle est faite de cellules. Chacun de ces petits rectangles, c'est des cellules. Et si on grossit une de ces cellules, on verrait quelque chose comme ceci, un peu en 3 dimensions ici. On peut voir que la membrane, sur le côté interne, okay, ça dit ici lumière intestinale. La lumière intestinale, c'est l'intérieur de l'intestin. Donc la membrane sur le côté intestinal ou lumière intestinale, elle est repliée sur elle-même. Et chacun de ces plis, c'est une microvélocité. Micro voulant dire petit. Alors des petits ou des vélocités microscopiques sur des vélocités, sur des plis, et tout ceci pendant 6 à 7 mètres de long. C'est une énorme surface. Si on dépliait l'intestin jusqu'à rendre les microvélocités plats, on aurait une surface totale comparable à la surface d'un terrain de baseball professionnel. C'est énorme. Ça, c'est pour maximiser la surface et donc maximiser l'absorption sans trop sacrifier d'espace et de volume. Maintenant, cette cellule en 3D n'est pas idéale pour notre explication. Alors, mettons-nous une cellule en 2 dimensions. Alors, on peut voir ici la cellule de la paroi de la vélocité et on peut voir sur cette cellule les microvélocités. Alors, c'est des replis d'une membrane. Ces microvélocités-là ont une épaisseur d'une membrane. C'est extrêmement, extrêmement mince. On peut voir ici nos glucides, ou le glucose. On peut voir des acides aminés, dans cette couleur-là. On peut voir des acides gras et des glycérols, ces petits picots ici. Et on pourrait aussi voir, ils n'ont pas été ajoutés dans cette image-là, mais on pourrait ajouter ici en rouge les nucléotides, c'est-à-dire les monomères des acides nucléiques. Que ce soit glucose, acide aminé, acide gras, glycérol ou nucléotides, l'objectif, c'est de les absorber et les faire rentrer jusque dans le sang ou dans les vaisseaux lymphatiques. Plus sur ceci dans une autre vidéo, parce que le contenu des vaisseaux lymphatiques va éventuellement se faire domper dans le sang. Fait que le principe, c'est de mettre ces nutriments dans notre sang. Et ça sera l'absorption. Voulant dire, on a enfin nourri notre corps parce que le sang pourra ensuite apporter ces substances-là, glucose, acides aminés, etc., à nos cellules qui en ont tant besoin. Donc, si ce n'est pas absorbé ici, c'est peut-être parce que ça n'a pas été digéré assez rapidement ou c'est parce que c'est peut-être pas digérable du tout. Donc, elles vont continuer, se faire domper dans le gros intestin et se faire transformer en matière fécale. Alors, voilà notre gros intestin, environ 1,5 mètre de gros intestin. Nous voyons ici la connexion de l'intestin grêle qui domperait son contenu dans le gros intestin. Le gros intestin se divise en 4 parties. Côlon ascendant, côlon transverse, côlon descendant, côlon sigmoïde. Sigmoïde veut dire en forme de S. Ça se termine avec le rectum et finalement le canal anal et l'anus. Au fur et à mesure que les matières fécales se font déplacer le long du gros intestin, elles sont compactées et essorées. Compactées veut dire les rendre beaucoup plus denses pour qu'elles occupent un plus petit volume. Et essorées veut dire enlever l'eau. Donc, n'oubliez pas que tout le long de la digestion, de la bouche jusqu'au gros intestin, on a sécrété beaucoup de sucre digestif et ces sucres-là contiennent une grande quantité d'eau. Il y a beaucoup d'eau qui vient se faire domper ici dans notre gros intestin et cette eau-là, on veut la garder. Donc, une des fonctions du gros intestin, c'est réabsorber une grande quantité d'eau. Et en réabsorbant de l'eau, évidemment, ça aide à compacter. Les matières fécales vont aller de très liquides à de plus en plus solides pour éventuellement se rendre dans le rectum. Donc voilà le rectum. Il a à peu près une longueur de 15 cm chez l'adulte, mais ça varie aussi d'une personne à l'autre, dépendamment de ta taille. Et sa fonction, c'est d'entreposer les matières fécales jusqu'à temps que c'est le temps de faire l'expulsion des matières fécales lors de la défécation. Le rectum se termine en canal anal et l'ouverture terminale de notre système digestif qui est
l'anus. Dans le canal anal, il y a 2 sphincters, un involontaire et un qui est volontaire. Celui qui est involontaire va s'ouvrir quand ça sera le temps de faire la défécation. Celui qui est volontaire nous permet de se retenir jusqu'à temps que c'est un temps approprié pour aller faire la défécation et d'expulser nos matières non digérées. Donc, ceci marque la fin de notre vidéo sur le système digestif. Bonne fin de journée!